On nous dit très souvent que le groupe joue la carte de la provocation, qu'il va toujours trop loin. Mais je suis pas d'accord. Si on regarde le monde, si on regarde tout ce qui se passe autour de nous, on voit que c'est la vie qui est comme ça. Il y a 3 ans, j'aurais bien voulu voir la tête du mec qui allait parier un Deutsche Mark sur un Bercy complet de Rammstein. Tu prends un groupe de métal qui tourne depuis maintenant 25 ans, qui s'appelle Iron Maiden. Là, c'est pareil, Iron Maiden, ils vont remplir le Stade de France en juin, là. Et c'est un groupe qui passe jamais à la télé, qui passe jamais à la radio. Maintenant, si en plus ils se mettent à passer en radio, alors là, ça pourrait être un raz-de-marée incroyable. 2005 sera clairement l'année de Rammstein. On peut s'attendre à ce que maintenant, ça soit peut-être le 2e groupe de métal au monde après Metallica. Je suis vraiment confiant pour la première fois. Je me sens serein, je n'ai vraiment plus peur de rien. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est peut-être lié au fait qu'on est ensemble depuis si longtemps. On sait que le disque est réussi, on en est vraiment fiers, et c'est ce qui compte le plus. J'ai des voisins qui écoutent Mike Brandt très très fort. et c'est un petit truc que je conseille à tous ceux qui ont des voisins qui écoutent Mike Brandt très très fort, c'est de mettre un disque de Rammstein à un niveau raisonnable. En général, évidemment, ce pauvre Mike Brandt ne fait pas le poids face au poids lourd et au rouleau compresseur qu'est Rammstein. On a grandi ensemble dans le même groupe. On est fort ensemble, ce qui est essentiel. Pour l'instant, le disque marche vraiment très fort. Je viens d'apprendre qu'on était premier en France et c'est quelque chose qui ne nous était jamais arrivé. Et ça fait plaisir. La recette de Rammstein, c'est des beats implacables. C'est des gros beats martelés. C'est un rouleau compresseur. C'est une musique qui est à la fois martiale, c'est-à-dire qu'elle te prend comme ça, parce que ce sont des hymnes, souvent. C'est une musique qui est martiale, et puis bon, je t'ai dit, qui est faite à base de synthé, de boîtes à rythme, de batterie, mais qui sont jouées comme si c'était quasiment des boîtes à rythme, et de guitare à la Metallica par-dessus. La formule, c'est un peu ça. Plus une voix, cette voix qui prend de l'ampleur. En Allemagne de l'Est, quand on voulait faire de la musique, il fallait passer devant une commission de classement. C'était obligatoire. Il fallait tout leur présenter, aussi bien la musique que les textes. Et une fois que l'on se produisait sur scène, il fallait reproduire exactement la même chose. D'autant plus qu'il y avait régulièrement des contrôles pour s'en assurer. À l'époque, des musiques comme le rock ou la techno jouaient un rôle essentiel. Les personnes qui se sentaient en rébellion contre l'État se retrouvaient tous dans des concerts. C'était le seul endroit où l'on pouvait s'exprimer librement, où l'on pouvait échanger des idées. J'ai de très bons souvenirs de mon enfance passée à l'Est. Je ne considérais pas l'État comme un ennemi, bien au contraire.
J'ai vraiment cru à cette idée du socialisme, et j'y crois encore. À l'époque, on n'arrivait pas à comprendre de quoi parlaient nos profs, quand ils tentaient de nous expliquer ce qu'était le chômage à l'Ouest. Pour nous, le chômage, c'était une chose merveilleuse. Ça signifiait que les gens n'avaient pas besoin de travailler, et qu'ils étaient libres, et en plus, ils touchaient des allocations. Nos profs nous disaient qu'on se trompait, que cela était pénible à vivre, car les gens au chômage se sentaient inutiles, et qu'ils n'avaient rien à faire. On avait vraiment du mal à comprendre ça, ce que ça signifiait vraiment. Finalement, on voit aujourd'hui que nos profs avaient raison. Il y avait des tas de groupes en Allemagne de l'Est et on se tenait également au courant de ce qui se passait à l'Ouest. On essayait tout le temps de se faire ramener des disques lorsque les gens de notre entourage faisaient un séjour à l'Ouest. C'était vraiment difficile de mettre la main sur les bons disques. À chaque fois, il fallait se les faire ramener par quelqu'un qui passait du temps à l'Ouest. Ça a donné naissance à un rituel vraiment convivial. On se retrouvait tous chez l'un de nous, on était à chaque fois 4 ou 5, on se tenait tous autour d'une table, et on écoutait silencieusement un album. On était toujours très concentrés, et on se parlait de nos passages préférés. C'était vraiment très agréable. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout le monde a un Discman et écoute de la musique dans son coin. Je me souviens qu'il fallait bien se laver les mains avant de pouvoir toucher un 33 tours. J'essayais de récupérer des disques de Bob Dylan ou de Neil Young, mais les autres s'intéressaient plutôt à des groupes comme Kiss ou AC/DC. Je me souviens que Fleck, lui, aimait beaucoup John Lee Hooker. Chaque membre du groupe avait ses propres préférences, en fait. Le fait de grandir dans une dictature n'est pas si grave. En effet, on avait un ennemi bien défini, à savoir l'État et la police. Et on avait un idéal bien défini, à savoir l'Occident. Et l'argent n'avait alors aucune importance. On ne peut pas rêver mieux quand on est jeune. Mes parents avaient fait une demande pour pouvoir s'installer à Berlin-Ouest. J'y ai donc vécu pendant 1 an. Et c'était une période assez solitaire pour moi. Quand le mur de Berlin est tombé, c'était extraordinaire, car je pouvais enfin retrouver tous mes amis d'enfance. Mais je n'ai pas réalisé tout de suite ce qui se passait, les conséquences que pourrait avoir cet événement. C'est vrai que quand le mur est tombé, c'était extraordinaire pour nous. On avait vraiment l'impression que tout était permis, qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait. On se disait qu'un groupe de rock avait le droit de faire exploser la scène s'il le souhaitait. C'était vraiment grisant. Toutes les conditions avaient changé après la chute du mur. Jusque-là, tous les petits groupes vivaient dans leur coin, ils existaient en vase clos. Et d'un seul coup, tout a changé. Les groupes n'étaient absolument pas préparés. Ils n'étaient alors pas assez compétitifs pour pouvoir résister. La raison d'être de ces groupes, c'était leur prise de position politique. Ils étaient en rébellion contre l'État. Et voilà que l'État n'existait plus. Après la chute du mur, la situation est devenue plus confuse, car nous n'avions plus cet ennemi en commun. Man sieht ihn die Kirche schleichen. Seit einem Jahr ist allein.
Au début des années 90, la plupart des groupes allemands copiaient la musique américaine. Et c'était précisément ce que l'on voulait éviter de faire. Ce qui nous importait toujours, c'était de pouvoir nous distinguer des autres groupes. Si les autres avaient des cheveux longs, nous on en avait des courts. Si les autres avaient des pantalons courts, les nôtres étaient longs. Si les autres chantaient en anglais, alors on chantait en allemand. Si eux jouaient rapidement, on jouait lentement. On savait avant tout ce qu'on ne voulait pas faire. On savait en tant que groupe quelle musique on ne voulait pas jouer. Rammstein s'est formé après la chute du mur. Il y avait alors un énorme vide dans la scène musicale allemande. Beaucoup de musiciens de l'ex-RDA se sentaient alors perdus. Ils n'avaient aucune expérience avec le marché de la musique, et encore moins avec les maisons de disques. Ils ne savaient pas comment faire pour pouvoir vivre de la musique. Pour moi, Rammstein était un peu une dernière tentative pour tenter de participer à quelque chose d'important du point de vue musical. Le choix du nom, c'est typiquement le côté humour noir grinçant de Rammstein. Ça vient en fait de la ville Rammstein qui avait une base aérienne militaire. Et il y a eu je me rappelle plus exactement la date, mais il y a eu une espèce de performance aérienne pour montrer un peu les capacités des pilotes et des machines. Et il y a eu un crash aérien qui a fait je ne sais plus combien de morts. Ça a été un vrai drame en Allemagne. Et du coup, ça vient de là, ça vient du nom de cette base, de cette ville. Et quand on est un groupe allemand, prendre le nom d'une ville où il s'est passé un tel drame, forcément, déjà ça part mal, ou ça part bien, selon, quoi. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de marquer les esprits et de gratter là où ça fait mal, c'est sûr, quoi. Les choses ne sont pas allées vraiment vite pour nous. On a d'abord décidé de jouer de la musique ensemble et on a très vite remarqué que l'on prenait beaucoup de plaisir à jouer les uns avec les autres. On connaissait déjà pas mal d'organisateurs de concerts, car on jouait déjà tous dans des groupes avant la chute du mur. On est donc parvenu à donner très vite pas mal de concerts. On a pu jouer ainsi aux quatre coins de l'Allemagne. Et c'est finalement au bout de 2 ans que l'industrie musicale nous a remarqués et qu'elle est venue vers nous. Wenn es dich nach unten zieht. C'est vrai qu'auparavant, je n'avais joué que de la batterie dans des groupes. Il arrivait juste que je chante parfois lors des rappels. Ce sont les autres qui m'ont proposé d'être le chanteur du groupe. Et ça me plaisait de tenir ce rôle dans cette nouvelle formation. Versteht ihr mich? Fühlt ihr mich? Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen? Ich verstehe euch nicht. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen?
Rammstein est un groupe allemand, quoi. C'est une évidence, il y a des références très fortes à l'Allemagne. Je parle pas de l'Allemagne nazie, surtout pas. Je parle en interview, justement, ils répètent régulièrement parce qu'il y a des gens qui leur font des comparaisons. C'est vrai que c'est une musique assez martiale. Et lui, il dit tout simplement que en Espagne, ils sont forts pour le flamenco. Nous, en Allemagne, on est fort pour la musique un peu martiale. C'est comme ça, c'est nos racines, quoi. C'est là où s'exprime leur germanité, si on peut dire. Ouais. C'est un groupe ambigu, Rammstein, c'est un groupe qui adore jouer sur l'ambiguïté, c'est clair. Je veux dire, ils arrêtent pas de dire qu'ils sont pas nazis, on sait bien qu'ils le sont pas, c'est évident d'ailleurs. Je crois qu'il y en a eu un ou deux qui ont leur carte de parti d'extrême gauche qu'ils aiment agrandir lorsqu'on leur sort qu'ils sont nazis. Évidemment qu'ils sont pas nazis. Par contre, ils jouent sur l'ambiguïté du nazisme, à fond les ballons. Et sur l'imagerie, justement, sur un imaginaire qui est militaire, qui est rythmé. Rammstein, c'est le bruit des bottes qui marche en rythme. Il y a tout ça dans Rammstein. Vous savez, on vient de l'Est. Et à l'Est, le socialisme était partout. Le socialisme est quelque chose qui est profondément ancré en nous. Ça fait partie de nous. On ne peut pas s'en débarrasser. Ils arrêtent de le justifier. Et là, en tout cas, ils sont arrivés au bout de 10 ans de carrière à un vrai succès. Je pense qu'ils en ont un peu marre de le justifier. Après, c'est au public de trouver pourquoi il le justifie plus. Il y a des indices à droite, à gauche et surtout à gauche, en l'occurrence. La décision de chanter en allemand a été prise très tôt, bien avant nos premiers concerts. Le plus grand groupe de métal allemand avant eux, c'était Scorpion. Bon, ils n'avaient jamais chanté en allemand, ça ne serait jamais venu à l'idée, quoi. Ils ont fait des tentatives en anglais. Je crois qu'ils n'étaient pas très satisfaits du truc. Ils ont fait des tentatives en anglais sur 2 singles. De mémoire, comme ça, je crois qu'il y avait Do Hast, entre autres. C'était la maison de disques américaine qui essayait d'implanter un peu Rammstein sur le territoire américain et qui voulait qu'il chante en anglais. Je crois que ça... En fait, c'est curieux, hein, parce que c'était évidemment un point faible pour l'export, le chant en allemand. C'est une évidence, quoi. Et ils ont réussi à retourner ça en une force, en un côté atypique. Et du coup, c'est ça aussi qui fait la vraie différence avec Rammstein. Avec les autres, en tout cas, pour Rammstein. C'est sûr, quoi. Au début, on a cru que ça leur fermerait des portes. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un groupe qui peut vivre pleinement son identité, mais qui la vit à fond même, et qui est aimé pour ce qu'il est, et qui n'a pas besoin de chanter en américain pour séduire les Américains. Et ça, c'est complètement dingue. Il semblerait que les gens, de temps en temps, reprochent un petit peu son style un peu naïf, parce que c'est vrai que c'est des phrases... Moi, je parle pas allemand, mais quand on les traduit, c'est un style très, très naïf, des phrases très courtes, des idées qui vont droit au but. C'est un peu de la poésie, un peu de haïku, des petits poèmes, en fait, finalement assez naïfs. Les gens reprochent un peu ça à Rammstein. En même temps... Est-ce que les gens ont reproché aux Beatles au départ de dire « I want to hold your hands » ? Je sais pas. Et la première fois que j'ai entendu parler de Rammstein et que j'ai entendu Rammstein, c'était dans le film Lost Highway de David Lynch. Il y a la fameuse scène de saccage dans la maison, le massacre dans la maison avec la chanson Rammstein dessus. Et ça collait parfaitement avec les images. Et évidemment, je me suis procuré la BO. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment écouté pour la première fois le groupe.
Lynch, dans mon souvenir, je crois que c'est quelqu'un qui lui avait passé un disque comme ça. Et David Lynch, qui est très, très client de toutes les bizarreries du monde et de la musique, avait dû vraiment accrocher sur un groupe qui chantait en allemand et qui faisait un son qui se rapprochait très fort de Nine Inch Nails, de Ministry, et à côté qui gardait vraiment des racines européennes très... voilà, on voit tout de suite les usines de l'Allemagne de l'Est quand on écoute Rammstein ou quand on écoute Du Hast, quoi, c'est sûr. Il faut savoir que nous n'avons jamais rencontré le réalisateur David Lynch, ni Trent Reznor, qui a produit la musique du film. Mais pour nous, c'était extraordinaire d'être dans la BO du film Lost Highway. On a adoré ce film. Et on a trouvé que notre musique s'y intégrait parfaitement bien. Cela nous a permis de connaître rapidement une renommée internationale. Cela nous a vraiment ouvert des portes en dehors de l'Allemagne. On a pu ainsi se faire connaître un peu aux États-Unis. Qu'un groupe comme le nôtre, qui chante en allemand, puisse se faire connaître à l'étranger, c'était tout simplement inespéré pour nous. C'est toujours intéressant pour nous. Je pense que si des tas de gens utilisent notre musique dans des films, c'est parce qu'elle dégage une émotion particulière. Mais on n'a jamais composé un morceau pour un film. On fait de la musique pour nous, et si quelqu'un veut utiliser un de nos morceaux dans un film, on décide ensemble si on le laisse ou non. Et on est toujours à l'écoute. I put a spell on you. C'est là où ils ont marqué des points, c'est l'utilisation de la pyrotechnie, c'est l'escalade de la violence. C'est vraiment, il se passe quelque chose en live, c'est un show, un peu à la manière d'un Marilyn Manson par exemple. Il se passe un vrai show, et peut-être que les gens qui vont voir Rammstein sur scène n'iraient pas s'il se passait pas tout ça, quoi. Au début, on jouait sur scène de manière tout à fait conventionnelle. Il n'y avait pas d'effet pyrotechnique ni de costume particulier. Tout s'est mis en place progressivement. Cela vient peut-être du fait qu'on aime bien jouer avec le feu. Ensuite, on a commencé à y prendre goût, et on a toujours voulu aller encore plus loin. I put the spell on you. Au moment du premier album, on avait l'impression que nos concerts étaient un peu monotones. On se tenait tous sur scène de manière stoïque. On était un peu trop rigides. Je m'ennuyais presque au moment des intros et des fins de morceaux. Du coup, j'ai voulu avoir quelque chose entre les mains, histoire de m'occuper un peu. On ne s'est jamais dit un jour qu'on allait donner des concerts grandioses. Cela s'est fait par hasard.
Quand Rammstein a donné ses premiers concerts, Till n'avait pas l'habitude d'être le chanteur. Il s'ennuyait sur scène dès qu'il ne chantait plus. Il s'est donc mis à allumer des torches, histoire de s'amuser un peu. Cela nous a plu et on a voulu en faire plus. C'est comme une drogue, on en veut toujours plus. Fisch und Fleisch zur See geflochten. Der eine sticht die Lanz im Meer, der andere wirft sie in das Meer. Reise, Reise, Seemann-Reise, jeder tut's auf seine Weise. Der eine stößt den Speer zum Mann, der andere zum Fische dann. Reise, Reise, Seemann-Reise, und die Wellen weinen leise. In ihrem Blut steckt ein Speer, bluten leise in das Meer. On s'est dit que lorsque les gens écoutent le CD chez eux, ils n'ont que le son. Lorsqu'ils viennent en concert, ils peuvent également voir le groupe. Mais ça ne suffisait pas. On voulait offrir quelque chose de supplémentaire aux gens, afin qu'ils puissent assister à un véritable show. Wird wer Schmerzen kennt, vom Feuer, das die Haut verbrennt. Ich werf ein Licht in mein Gesicht, ein heißer Schrei, Feuer frei. Bang, 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 bang. Feuer frei. Bang, 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 bang. Feuer frei. En France, en tout cas, c'est vrai que les mesures de sécurité dans les salles de concert sont très rigides, ce qui est finalement pas un mal, parce que voilà, une salle de concert se doit d'être sécurisée, évidemment. C'est vrai que ça pose des problèmes pour la pyrotechnie quand on a deux lance-flammes qui crachent des flammes à 7 mètres de haut. Ça, c'est évident, ça. Bien sûr, j'ai connu des moments assez dangereux sur scène. Mais vous savez, ce qui arrive quand on joue avec le feu, c'est vrai que j'ai eu chaud plus d'une fois. Tu dois te sentir en danger sur scène, sinon ça ne vaut pas le coup. Le feu est un élément incontrôlable. C'est d'ailleurs sa plus grande qualité. Эта песня о самом прекрасном городе в мире. Москва! On réfléchit toujours à des nouvelles idées pour nos concerts. On veut sans cesse rajouter des choses. Cela fait désormais partie intégrante de notre groupe. Mais parfois, cela peut nous peser. On peut se sentir esclave de tous ces effets pyrotechniques
Il est possible qu'un soir, on ait juste envie de monter sur scène. Sans aucune mise en scène, et qu'on se mette tout simplement à jouer. Les Flammes, eux-mêmes le disent, on peut plus se passer de la pyrotechnie parce que c'est Rammstein et parce que les gens attendent aussi la pyrotechnie dans Rammstein. En même temps, si t'as pas la cloche qui descend sur Hells Bells d'ACDC ou les canons pour For Those About to Rock ou le striptease d'Angus Young sur Riff Raff, enfin, c'est pas ACDC non plus, c'est pas, voilà, en gros, c'est devenu effectivement, il y a des récurrents, voilà, c'est des repères pour les gens qui vont voir Rammstein et qui les ont déjà vus, et c'est des trucs qui vont marcher sur les gens qui vont le voir Rammstein pour la première fois. Ça fait partie du visuel de Rammstein. Keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Après la tournée et surtout l'enregistrement de l'album Motor, il y avait énormément de tensions dans le groupe. On se posait des questions sur notre avenir et j'ai dû lâcher un peu de lest par rapport aux autres. Car j'ai réalisé que j'avais tendance à tenir les autres un peu à l'écart et cela me mettait mal à l'aise. J'ai appris qu'il était plus important dans un groupe que chaque membre se sente en harmonie avec les autres, plutôt que d'avoir à tout prix la main mise sur toutes les créations du groupe. Je me suis donc éloigné, j'ai pris du recul et j'ai cessé de vouloir tout contrôler. Ce n'était pas facile pour moi, mais c'était une décision qu'il fallait prendre. Le départ de Richard pour New York a permis d'enlever un peu de pression au groupe. Cela a permis aux autres d'avoir un peu plus les coups des franches pour pouvoir créer. On a tous appris une bonne dizaine de fois que Rammstein se séparait, quoi. J'ai jamais cru que le groupe se séparerait. Mais vous savez, quand on est en tournée pendant plus de 2 ans, on se connaît tous tellement bien, on sait toujours ce que pense l'autre, comment il dort, comment il ronfle. Donc on a très vite qu'une seule envie, c'est prendre un peu de distance. C'est pas démocratique, leur système, mais par contre, tout le monde apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Donc à un moment, si la pierre de l'un ne plaît pas à l'autre, mais d'accord avec... et puis... 10 ans de carrière, des tournées longues, de plus en plus longues. Ouais, forcément, évidemment, il y a des tensions. Et c'est pour ça aussi qu'ils prennent du temps entre les albums. C'est-à-dire qu'ils tournent beaucoup. Ils tournent pendant quasiment 1 an, 1 an et demi. Puis après, ils rechargent un peu les batteries chacun de leur côté. C'est pour ça aussi qu'ils habitent tous aux 4 coins de la planète. Ça les évite d'être les uns sur les autres. Mais la rumeur, c'est clair qu'elle y était, quoi. On peut dire que le défaut principal du groupe, c'est que l'on soit 6. Mais c'est également de là que provient notre force. C'est un groupe qui est ensemble depuis 15 piges. J'imagine que des tensions, ouais, il y en a, mais bon, ils arrivent à les résoudre apparemment sans psy comme Metallica, ce qui est très bien. Regardez Marilyn Manson. Il n'y a qu'un chef et les autres se contentent de faire comme il dit. Dans notre groupe, il y a 6 décideurs. C'est pour cela que notre musique est bien meilleure que celle de Manson. Lui, il n'a fait qu'une bonne chanson, The Beautiful People.
On faisait la comparaison par exemple avec Marilyn Manson, qui a lui aussi un Barnum quand il part en tournée, qui a un vrai univers visuel, qui a des vraies références aussi, peut-être encore plus marquées, encore plus poussées. Voilà, quand on va interviewer Marilyn Manson, on va interviewer Marilyn Manson. C'est pas Brian Warner, c'est le personnage. Il arrive, il est maquillé, il est la porte de la crypte s'ouvre, il fait froid dans la pièce et la fumée arrive. Rammstein, non. Moi, je les ai fait une fois. C'était en tournée promo, donc totalement hors contexte de tournée, et ils sont arrivés à la limite short et sandales, quoi. Donc non, là ils font bien la différence entre le Rammstein et leur vie en tant que telle. C'est des gens qui sont relativement accessibles. Il y a un lien, il y a la provocation, il y a les références au nazisme encore à nouveau. C'est le rock'n'roll circus de toute façon, c'est cette volonté de faire des scènes complètement hallucinantes, des concerts où le clavier ou je ne sais qui éjacule sur le public avec des faux pénis en plastique, qui miment des sodomies sur scène. Le rock'n'roll poussé à son maximum, parce que c'est jamais que ça reste du rock'n'roll quoi, quand même de toute façon. On savait que l'on ne voulait absolument pas travailler dans les mêmes conditions que celles de Mutter. C'était clair pour tout le monde. On n'aurait pas fait un nouvel album si cela avait du mal se passer entre nous. Pour Mutter, on savait toujours ce qu'on allait faire. Sur ce nouvel album, on ne savait jamais où on allait. Je débarquais en studio et je jouais sans trop me poser de questions. Je pouvais trouver un bon riff par hasard et au final, ça donnait un morceau. C'était une manière de composer bien plus spontanée. En tant que musicien, on n'a pas simplement l'obligation de faire de la bonne musique. Il faut également que l'on puisse s'amuser, s'épanouir dans sa vie et en profiter. Sinon, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour l'album Rise Rise, nous avons adopté une nouvelle manière de travailler. Désormais, on ne se force jamais à se rendre en studio, il n'y a aucune obligation. Tout ce qui se passe en studio est bon pour le groupe, peu importe si quelqu'un manque à l'appel. Au départ, on ne voulait pas forcément enregistrer un nouvel album. Moi, j'ai quitté la ville et je me suis installé à la campagne. Et quand j'étais invité à des fêtes et que j'avais trop bu pour pouvoir rentrer chez moi, je squattais toujours le canapé du studio. Du coup, je dormais sur place et j'y étais tôt le matin. Il y avait souvent un autre du groupe qui passait, il venait souvent par hasard, et on finissait donc par faire semblant de travailler sur la musique dès qu'un nouveau membre arrivait. Et de fil en aiguille, on se retrouvait assis en studio. On avait donc introduit ces nouvelles règles. Et curieusement, tout le monde venait au studio pendant les répétitions. Et en plus, cela nous faisait vraiment plaisir. On s'amusait vraiment et on parvenait à jouer de la bonne musique. Il faut dire qu'on partait en plus avec des conditions défavorables pour enregistrer Rise Rise, car nous avions déjà touché l'argent pour le faire, et on avait déjà tout dépensé. On n'était donc pas forcément très motivés pour faire de la musique. On s'est retrouvés comme pour le premier album. On est redevenu un véritable groupe, on répétait ensemble. Il y a une grande différence entre répéter avec d'autres êtres humains plutôt que de composer seul le soir devant un ordinateur. On se sentait du coup plus disposé à tenter de nouvelles choses. Elle n'est pas inexistante, loin de là, hein, la carrière de Rammstein aux États-Unis. Ça a très bien marché dans la foulée de Lost Highway. Mutter, si ma mémoire est bonne, a plutôt pas mal marché aussi. Là, c'est un peu redescendu.
faut dire qu'ils ont un peu chargé la mule, comme on dit avec les Américains, parce que le clip de Ishville, qui était l'un des singles extraits de Mouter, montrait une attaque un peu commando kamikaze, une attaque un peu suicide dans une banque, je crois, et c'était en plein dans le 11 septembre. Et là, rebelote, George Bush est élu pour la 2e fois président et maître du monde. Boum, ils ressortent America. Alors eux, ils disent que c'est des coïncidences, que c'était pas du tout... Je pense qu'il y a un peu de vrai, c'est-à-dire que clairement, ils sont dans l'air du temps, ils parlent des choses qui les entourent. Donc America, évidemment, si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de l'Allemagne, à l'extérieur de son pays, on ne peut que le voir. Mais il y a aussi une petite part de provoque, je pense, de leur part. Ils aiment bien, je pense vraiment qu'ils aiment bien gratter là où ça fait mal. Chaque morceau a sa propre histoire. En ce qui concerne America, il a été écrit pendant la guerre en Irak. Les images de cette guerre étaient absolument partout. On s'est donc senti obligé de prendre position et de donner notre point de vue sur ce conflit. America est un morceau particulier dans la carrière de Rammstein. Jusque-là, nous n'avons jamais vraiment pris de position politique dans une chanson. Remarquez, je ne pense pas que America soit vraiment une chanson politique, mais c'est vrai que ça s'en rapproche un peu. Rammstein n'est pas un groupe politique. C'est la première fois que l'on aborde un tel sujet dans l'une de nos chansons. Et ce n'est pas vraiment contre l'Amérique, mais c'est plutôt contre Bush, contre tout ce qu'il fait actuellement. Et c'est un morceau qui explique la nécessité d'un certain équilibre entre les choses. Par exemple, j'adore les fraisiers, mais si je dois manger un en entier, je vais vomir. Les paroles sont hilarantes. Là, en plus, c'est marrant, on dirait un morceau, c'est un morceau des Sex Pistols. Je veux dire, le texte et tout, c'est un morceau de punk de base, quoi. L'Amérique, c'est fantastique. Du Coca-Cola pour tout le monde. Le monde entier vit dans Coca-Cola. Bon, c'est leur premier, ça sera sans doute leur premier vrai énorme tube. C'est vrai qu'America, c'est clairement, on est à ça. On est à ça de toucher vraiment un public beaucoup plus large. Ce qui est bizarre, ce qui est curieux, parce qu'au final, c'est quand même pas un titre qui est facile. C'est un titre qui, encore une fois, est clairement connoté métal. Ils ont pas du tout, voilà, ils ont pas fait taire les guitares, ils ont pas mis la batterie un petit peu moins fort, et puis ils ont mis la voix devant, puis on va faire un truc un petit peu plus calme pour pouvoir passer des noms. Ils ont rien changé à la recette Rammstein, seulement évolué naturellement pour arriver à America, en fait. Donc là, ils ont pas perverti leur style pour arriver à quelque chose comme ça. Rammstein! Il y en a pas de pareil. Allez!
Voilà. Donc je vous présente Thiel, je vous présente Paul, je vous présente Flake. Voilà. Richard, Oliver et Christophe. Très sympathique d'ailleurs. Oui. Voilà, ils sont tous là. Voilà. Chacun son petit papier avec son nom. Voilà. Là, c'est sur la pochette du Live House Berlin. On est venu ce matin à 7h30. Je suis fan depuis D'Ouest, le 10e album, quoi. Il y a un garçon qui est arrivé juste après nous, mais on était les premiers. C'est vrai que c'est plutôt rare que je me déplace pour une séance de dédicace, mais c'est vrai que c'est parce que c'est Rammstein. Disons que c'est un groupe que j'écoute depuis 96. Et puis bon, là c'est vrai qu'il se passe très rarement, donc fallait en profiter. Dès que j'ai su qu'ils étaient en séance de dédicace, j'ai pas hésité à venir du tout. La véritable raison est que je me suis trompée d'heure. Voilà. Mais en fait, on n'a pas du tout été déçus de venir aussitôt. Ça a permis de passer la journée ici, de rencontrer d'autres fans. Et puis surtout d'être bien à l'heure, on était dans les premiers en passant alors qu'il y avait une grande queue. Donc c'est vrai qu'on a lu ça. Ouais. Donc on a bien fait de venir. Beaucoup de gens ont beaucoup d'a priori sur Rammstein justement. Bah déjà ils sont allemands. Beaucoup de gens pensent que c'est un groupe nazi, voilà. Parce que c'est assez bourrin si je peux dire et Thiel roule les airs, donc ça a tout de suite beaucoup d'a priori alors que c'est pas du tout le cas. Et justement quand on prend la peine de traduire les paroles et de vraiment écouter, on découvre beaucoup de choses. Parce qu'ils dénoncent, ils ont une imagerie assez militaire et tout ça, et c'est pour mieux le dénoncer, le fascisme et tout ça, quoi. Comme Marilyn Manson d'ailleurs. C'est l'allemand qui fait que ça se détache un peu des autres choses et puis c'est vraiment, la musique elle est bien, pas violente mais elle est bien, elle passe bien. On n'a pas l'impression qu'ils sont contents d'être là en fait, hein, mais je pense que c'est la marque Rammstein, on va dire. C'est la marque Rammstein, quoi. Ils paraissent froids, mais en fait, quand on lit des interviews ou des trucs comme ça, c'est des gens super gentils. Paraissent pas, faut pas se fier à l'apparence, quoi. C'est pas le genre de groupe qui aime faire ce genre de choses, ces séances de dédicace. Mais bon, pour les fans, forcément. Je n'ai pas de souvenirs malheureux liés à l'Allemagne de l'Est. D'ailleurs, quand on voit le monde dans lequel on vit désormais, je me pose des questions car on dit que nous vivons en démocratie, mais en fait c'est l'argent qui détermine absolument tout. C'est l'argent aujourd'hui qui fait sa propre dictature. Et l'argent est par définition quelque chose de très stupide. Rammstein fonctionne d'une façon précise. Chaque membre a définitivement trouvé sa place et c'est ce qui compte le plus. C'est toujours difficile d'analyser les raisons du succès d'un groupe. Je pense qu'il est essentiel que les musiciens restent avant tout sincères, car le public n'est jamais dupe. J'imagine qu'on a dû être en phase avec notre époque, mais c'est difficile à l'expliquer. On pourra peut-être mieux le comprendre dans 20 ans. Vous savez, il y a quelques jours, il y a eu à Berlin le Popcom. C'est un salon professionnel consacré à la musique. Notre ancien label Motor Music a fêté son anniversaire là-bas. Pour l'occasion, on a interprété 3 chansons lors de cette soirée. Ce n'était pas enregistré. Même dans de telles conditions, j'ai eu un trac terrible. J'appréhende toujours le fait de monter sur scène. Mais selon moi, c'est une bonne chose. Si je vivais les concerts comme une routine, ça finirait par se voir sur scène. On a rencontré le réalisateur allemand Werner Herzog il y a 2 ans aux États-Unis. Et il nous a dit qu'il voudrait tourner un docu sur Rammstein. On a commencé à en parler. Au bout d'un moment, je lui ai demandé s'il ne voulait pas faire autre chose, car tout le monde tourne des documentaires. Je lui ai proposé que l'on tourne plutôt un film de science-fiction et il a trouvé l'idée vraiment bonne.
On serait tous les 6 acteurs et on ferait des trucs de dingue. Bon, Werner est quelqu'un de très occupé qui a toujours 10 000 projets, donc ça ne va sans doute pas se faire tout de suite. On s'est dit que Rammstein serait les derniers survivants et que l'on vivrait dans les entrailles de la Terre. Mais bon, on n'a pas encore vraiment d'histoire. On verra bien.